Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Environnement et Société. Dans ce cadre, je reçois sur ce plateau un consultant et un expert dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Nous allons parler des effets du changement climatique dans la vie de la population. Bienvenue sur le plateau de l'émission Environnement et Société. Alors, monsieur Arsène, en termes simples, qu'est-ce qu'on appelle changement climatique? Ok, merci monsieur Nouba. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion pour que je puisse édifier le public sur ce que c'est le changement climatique. En fait, ce qu'il faut savoir, le changement climatique, c'est un phénomène mondial et qui aujourd'hui touche beaucoup de populations et endeuille également beaucoup de personnes et nos secteurs également. Donc, ce qu'il faut savoir, le changement climatique, en fait, c'est tout changement du climat qui est dû à la variabilité ou résultante de l'activité humaine. Donc ça, c'est ce qu'on peut tout de suite avancer comme changement. Mais maintenant, il y a des définitions aussi qui viennent de la Convention cadre des Nations Unies. Et comme l'homme étant au centre de ces changements climatiques, la Convention le définit étant comme tout changement qui sont attribuables indirectement ou directement à l'activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère et qui est comparé aux périodes passées. D'accord. Voilà. Là, c'est ce que vous venez de dire. Donc, il y a deux sources de changement climatique, soit naturel, soit l'homme est à l'origine. Voilà. Donc, ça, c'est beaucoup plus les causes. Donc, c'est pour parler un peu des origines, parce que il y a aussi des causes naturelles et on a également les causes anthropiques. Et les causes anthropiques, c'est beaucoup plus l'homme qui est au centre. Donc, c'est beaucoup plus à travers ses activités. Et l'homme, pour ses besoins, est obligé de mettre la pression sur l'environnement et des ressources naturelles. Et dans ces cas, il modifie maintenant son environnement et c'est ce qui impacte maintenant sur les moyens de subsistance. Donc lui, à travers, par exemple, l'utilisation des usines, vous voyez, aujourd'hui, les gens fonctionnent avec les usines. Il y a aussi les moyens de transport aujourd'hui qui augmentent. Et il y a aussi les phénomènes de déforestation qu'on observe tout le temps. Donc il y a pas mal d'activités humaines qui aujourd'hui est au centre de ça. Alors, mais au niveau naturel, il y a aussi les causes naturelles. Il y a beaucoup plus la variation, par exemple, solaire. Et il y a aussi un peu les rejets massifs des types volcaniques. Bon, tout ça, c'est de deux causes. Mais la cause la plus alarmante, c'est celle de l'homme. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre le débat sur le changement climatique, je vous invite à suivre ce reportage. Des effets du changement climatique, on n'en parlera jamais assez. De la première conférence internationale tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1972 à nos jours, le monde entier a pris conscience du réchauffement climatique et s'en inquiète. Et pour cause, l'explosion démographique des derniers siècles a accru beaucoup de besoins, dont celui en énergie. D'autre part, l'exploitation excessive des ressources naturelles a créé des sources de pollution de plus en plus nombreuses et dangereuses pour l'humanité. Elles ont entraîné de fortes pressions sur notre planète Terre. C'est ainsi que même les pays en voie de développement, qui n'ont pas de responsabilité dans l'émission des gaz à effet de serre, comme le Tchad, s'en émeuvent. En réaction, le gouvernement tchadien a pris un certain nombre de mesures visant à protéger l'environnement, donc à lutter contre le réchauffement climatique. L'interdiction de la coupe de bois vert et celle de la production et de la commercialisation du charbon de bois, l'implantation des ceintures vertes autour des grands centres urbains, le programme de la Grande Muraille Verte participent à cette volonté de lutter contre les effets du choc climatique. L'objectif étant de favoriser le maintien du couvert végétal pour ainsi éloigner le spectre de la désertification et créer en même temps l'agroforesterie.
Le Tchad est en effet très vulnérable aux effets du changement climatique, eu égard à la fragilité de ses écosystèmes et à son économie fortement dépendante des secteurs primaires, tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche de subsistance. Monsieur Arsène, vous venez décrire un peu le changement climatique, mais quelles sont les conséquences réelles du changement climatique? Parce que le changement climatique aujourd'hui est devenu un sujet planétaire, c'est chaque jour qu'on en parle. Quelles sont vraiment les réelles conséquences dans la vie de la population? Je crois que les conséquences sont vraiment énormes, hein, et c'est senti partout, hein, que ce soit au niveau même des moyens de subsistance, que ce soit même au niveau de la population et tout ça. Ces conséquences sont énormes. Vous voyez par exemple la population aujourd'hui, à cause de certains risques climatiques, n'arrive même pas à avoir suffisamment l'eau. Okay? Parce que vous voyez, il y a les cours d'eau qui ont tari, et il y a aussi les niveaux de nappes phréatiques qui ont baissé. Et ça fait que aujourd'hui, même pour avoir l'eau, c'est un problème. Et il y a aussi au niveau, par exemple, de l'agriculture. Hein, on le produit. Actuellement, on n'arrive pas à produire comme avant. Hein, et voilà, même si on produit avec le changement des régimes pluviométriques et tout ça, ça fait que l'homme n'arrive pas à avoir les produits agricoles comme il veut. Okay. Donc ça fait qu'il y a des pertes non seulement des cultures, il y a des pertes de productivité et même les faibles rendements. Donc ça, c'est des conséquences. Mais au niveau de l'élevage aussi, vous constatez que à cause de la rareté des pluies, il n'y a pas de pâturage. Et il y a également l'insuffisance aussi de l'eau. Donc ça fait qu'il y a aussi des pertes des animaux. Hein, et puis voilà, on peut remarquer également qu'avec tous ces phénomènes-là, ça fait que certaines espèces, entre-temps, que les gens utilisaient, ont disparu. Ça peut être même les espèces végétales ou bien les végétales animales. Comme les bœufs-couris, par exemple. Voilà. Donc, sont devenus rares parce que leur milieu a changé. Okay. Bon, il y a des phénomènes aussi actuellement de l'ensablement qui fait qu'il y a certains cours d'eau également qui sont en train d'être, le niveau est en train d'être réduit. À l'exemple, par exemple, du lac Tchad. Oui, le lac Tchad. Aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de 25 000 km 40 ans et maintenant on est arrivé à 2500, donc ça veut dire que c'est une situation très grave. En décrivant la situation du lac Tchad, est-ce que le Tchad est vraiment un pays qui est frappé de plein fouet par le changement climatique? Ah oui, ça a été démontré, même par tous les scientifiques. Je crois que ça a été démontré que le Tchad fait partie des pays les plus vulnérables. Hein, et là, on le voit, on le vit. Hein, que ce soit au niveau même des animaux, on le vit, que ce soit au niveau des végétaux, on le vit, que ce soit au niveau des humains, on le vit. Vous voyez aujourd'hui l'exemple des maladies, la recrudescence des maladies qu'on observe partout, toutes sortes de maladies qu'on a. Hein, vous voyez également les phénomènes extrêmes qui arrivent souvent, les vents violents, les inondations, des fois les vents violents, et même les phénomènes aussi des déficits hydriques qui sont aussi récurrents. Donc ça fait que vraiment, ça on peut toujours le confirmer. Que vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez parlé de l'élevage. Aujourd'hui, il y a tellement de conflits agriculteurs-éleveurs. Est-ce que le changement climatique est pour quelque chose? Ah oui, mais ça c'est évident parce que il y a un problème de compétition, hein, des compétitions sur les ressources naturelles qui sont disponibles. Hein, donc l'éleveur, lui, il a besoin d'un endroit pour aller au pâturage. Hein, et l'agriculteur aussi a besoin de son terrain pour cultiver. Et avec cette rareté aujourd'hui, ça fait qu'avec l'explosion démographique, bon, les terres sont occupées, il n'y a pas d'espace. Et puis voilà, ça fait qu'aujourd'hui, si l'éleveur, lui, il n'arrive pas à trouver l'espace où il va pâturer ses bétails, et qu'il empiète sur la terre de l'agriculteur, sûrement il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est une question de compétition. Donc tout ça est dû au changement climatique. Oui, nous parlons du changement climatique. Tout à l'heure, vous avez parlé de la santé. Quel est le rapport entre le changement climatique et la santé? Bon, la santé, vous voyez, c'est évident. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de hausse de température, ou bien on parle par exemple de vagues de chaleur, vous savez, aujourd'hui, certaines maladies que nous voyons, hein, il y a pas mal de maladies qui sont à l'origine.
Hein, par exemple, il y a les maladies cardiovasculaires qu'on observe souvent. Et parce qu'il fait très souvent, chaud. on les classe sous le vocable maladies climato-sensibles. Voilà, là, il y a les rougeoles, en tout cas, il y a pas mal de maladies. Donc, et même les cas de choléra et autres, les méningites que vous observez souvent. Donc c'est que le ministère de la Santé est aussi interpellé pour mener des actions. C'est aussi l'un des ministères qui est aussi touché par le changement climatique. Alors aujourd'hui, beaucoup de programmes, beaucoup de réunions s'organisent dans ce cadre. Alors quelles sont les réponses appropriées à apporter à cette situation? Bon, les réponses, il n'y a pas de réponses très fixes, hein, c'est-à-dire il y a des réponses sectorielles. Hein. C'est en fonction des secteurs, on essaie d'apporter des réponses adaptées. Donc ça peut être au niveau du secteur de l'élevage, ça peut être au niveau du secteur de l'eau, secteur santé, tout ce qu'on a cité. C'est-à-dire chaque réponse doit être apportée en fonction des risques climatiques qui est observé. Donc les risques peuvent être similaires pour tous les secteurs, mais ne peuvent pas être aussi similaires pour tous les secteurs. Donc chaque secteur, vous prenez par exemple l'exemple de l'agriculture, en prenant par exemple le déficit pluviométrique. Si on veut apporter des réponses, tout de suite, la question c'est d'avoir la maîtrise de l'eau. Okay. C'est-à-dire avoir un système d'exore qui permet vraiment d'alimenter les cultures. Là on tombe dans la culture de contre-saison. Voilà, ça peut être la culture de contre-saison. D'accord. Mais dans le domaine de l'élevage, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il y a deux situations. C'est-à-dire il y a des situations endogènes où lui-même, le producteur, sans l'appui peut-être d'un partenaire, essaye de développer pour essayer de faire face. Okay. Et l'autre, c'est la stratégie qui est exogène, c'est-à-dire qui est peut-être avec l'appui peut-être de l'État ou de ses partenaires au développement, essaye d'apporter pour que la population puisse faire face. Donc vous voyez, moi je vais peut-être donner un exemple beaucoup plus, comme vous l'avez dit, dans le domaine de l'élevage, c'est-à-dire la création des ouvrages, c'est des choses aujourd'hui que les partenaires essayent de mettre sur pied pour essayer de permettre aux éleveurs de ne pas aller loin, d'abreuver leur bétail, et même y créer aussi des aires de pâturage, voilà, qui aujourd'hui avec la production des fourrages et autres, donc ça fait que bon, ça peut limiter un peu. Est-ce que vous confirmez ce que les chercheurs l'ont dit, que hier l'élevage était au nord, après on est au centre, du centre on est au sud, du sud on est maintenant sorti du sud, on est dans d'autres pays, tout ça, est-ce que c'est vraiment ce qui est à l'origine? Mais ça se vit, ça se vit, ça se vit. Aujourd'hui, ça c'est des exemples très palpables. Hein, compte tenu de, comme on le disait au début, il y a la question des raretés des fourrages, il y a aussi la question des raretés de l'eau. Ça fait que les éleveurs sont obligés de se déplacer, aller là où ils peuvent trouver de quoi alimenter les bétails et de quoi abreuver les bétails. Voilà, comment soigner les bétails. Donc tout ça, ils vont à la recherche. Et c'est aussi une stratégie d'adaptation qu'eux, ils développent. Même si quelque part ça peut avoir un peu de soucis. Dans la lutte contre le changement climatique, on parle souvent des gaz à effet de serre. D'où viennent les gaz à effet de serre? Est-ce que le Tchad fait partie des pays qui émettent ces gaz dont aujourd'hui est à l'origine du réchauffement climatique? Ah oui, aujourd'hui quand on parle même de réchauffement climatique, c'est beaucoup plus les gaz à effet de serre qui sont beaucoup plus indexés. Hein, même si, voilà, aujourd'hui tout est centré au niveau du CO2, mais quand même on sait que le Tchad même le vit. Parce qu'aujourd'hui même la chaleur on les observe, hein, on les vit, hein, et ces éléments sont contenus dans l'atmosphère, et quand c'est en grand nombre ça permet de... Alors mais quelles sont les activités potentielles qui sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre? Moi je crois que ce qui est beaucoup plus utilisé pratiquement aujourd'hui, les gens ils encouragent beaucoup plus le développement des énergies propres. Okay. Ça c'est un des points très importants qu'il faut le mettre, parce que même quand ça soit dans l'agriculture et tout ça, c'est-à-dire il faut toujours le coupler à l'utilisation des énergies propres, c'est-à-dire peut-être le développement des énergies renouvelables et tout ça. Le solaire. Voilà, le solaire.
Et d'autres également, comme on le dit souvent, l'utilisation des engrais chimiques, c'est aussi des sources de pollution et qui, des fois, aussi affectent un peu l'atmosphère. Donc ça également, il faut avoir vraiment des pratiques, hein, et développer beaucoup plus l'utilisation des matières organiques qui peut peut-être minimiser ça. D'accord. Voilà. Nous allons aborder un aspect dont, dans vos réunions, vous parlez toujours de l'atténuation, vous parlez de l'adaptation, vous parlez de la résilience. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces termes, adaptation, l'atténuation? Bon, l'atténuation, en fait, ça consiste à réduire ou à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Par des activités. Oui, c'est par la mise en œuvre des activités. Mais maintenant, par contre, l'adaptation, c'est des réponses, hein, ou bien c'est pas des mesures qu'on peut apporter pour supprimer ou bien limiter les impacts des changements climatiques par rapport au risque. C'est-à-dire, on met en œuvre une activité, si c'est dans le domaine de l'agriculture, si par exemple le producteur n'a pas de semences adaptées pour faire face par exemple au déficit préventif, c'est-à-dire on essaie de lui conseiller certaines variétés qui sont améliorées, et quand il les met en place, c'est-à-dire ça lui permet vraiment d'avoir quelque chose au lieu de ne pas avoir. Voilà. Donc aujourd'hui par exemple on peut trouver des variétés de semences à 20 jours, à 30 jours ou soit à 45 jours. S'il ne pleut pas. Peut-être c'est trop dit, on peut parler peut-être de variétés à cycle court, mais 20 jours, 13 jours, ça c'est trop dit. Mais par contre, moi je crois qu'il y a des gestions quand même qui se battent pour ça. Hein. Donc vous prenez par exemple l'exemple de l'itrate, qui est en train de se battre aussi dans ce domaine, donc c'est vraiment important. Mais la résilience, en quoi consiste la résilience? Est-ce que c'est une réponse aussi ou bien c'est une pratique? Oui, la résilience c'est une réponse, mais c'est la forme plus avancée de l'adaptation. Hein, pourquoi? Parce que vous voyez, quand on parle de la résilience, c'est la capacité d'un système à faire face aux risques climatiques, quelle que soit son intensité. Ça veut dire que toi qui es exposé, même si le risque là arrive comme quoi, même si ça veut dire que tu sois à mesure de faire face. Voilà, tu vas faire face. C'est-à-dire que ça ne te touche pas, tu ne vas pas fuir et ainsi de suite, tu résistes. Voilà, c'est en fait ça la résilience. Alors, mais on constate aujourd'hui que beaucoup de gens quittent. Hein. Ils disent que face au changement climatique, ils quittent le village, ils vont dans un autre village. Alors, je ne sais pas. Voilà, donc c'est qu'il n'est pas encore résilient. Voilà, tu sais, pour trouver même la personne, c'est-à-dire pour dire qu'il est vulnérable, il faut qu'on associe l'exposition, la sensibilité et puis moins la capacité d'adaptation de la personne. Donc, si vous voyez que la personne il quitte malgré quand le risque arrive, ça veut dire que quelque part il n'a pas cette capacité-là de s'adapter. Voilà, donc comme il n'a pas cette capacité, il est obligé de quitter. Mais maintenant, si sa capacité est forte, ça veut dire qu'il peut tenir. Alors, généralement, il y a des conférences qui s'organisent dans le cadre de changement climatique. Par exemple, la COP, généralement, on dit c'est la conférence des parties. On parle de 195 pays, plus l'Union européenne. Dans ces grandes réunions, qu'est-ce que les gens décident? Quelles sont les innovations apportées dans ce sens? Comme on avait dit qu'aujourd'hui, il y a la température qui augmente, le réchauffement c'est mondial aujourd'hui. Donc, il faut quand même qu'on arrive à trouver des solutions pour voir comment on peut réduire ces émissions-là pour que vraiment les gens puissent vivre. Donc, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, vous voyez, tous les pays, tous les pays depuis 2015 ont soumis leur CPDN, qui est la contribution déterminée au niveau national. Et c'était pour montrer un peu leur engagement en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc, avec la signature de l'accord de Paris, ce document est devenu comme la CDN, qui est appelée contribution déterminée au niveau national. Donc c'est une référence. Voilà, donc c'est ce document vraiment qui montre l'engagement du pays en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc, dans ce document, le pays a élaboré certains programmes prioritaires, que ce soit dans le domaine de l'atténuation, que ce soit dans le domaine de l'adaptation. C'est-à-dire ce programme, si l'État, parce que ça a conditionné, si l'État a conditionné, s'il avec ses propres argents, voilà, il va me réduire une réduction à tel, si sans, ou bien avec l'argent des partenaires, il va augmenter la réduction à tel. Donc je crois que l'État, chaque pays exprime son niveau de loterie. Mais maintenant, il faut savoir qu'au niveau de la COP, les discussions sont autour de 4 points.
Voilà, il y a un premier point qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un deuxième point qui concerne l'adaptation même au changement climatique des pays en développement. Et le troisième point qui concerne la recherche même des financements pour faire face au changement climatique, c'est-à-dire l'adaptation ou l'atténuation. Et le dernier point maintenant porte sur le transfert de technologies. Donc, ça veut dire que chaque pays, à travers son idée de projet, ou bien sa note conceptuelle, ou bien avec ses projets et programmes qui est conçu, dans ce domaine, essaie d'aller à l'accord pour essayer de chercher des partenaires, de mobiliser les ressources pour mettre en œuvre ces programmes et projets. Okay. Et il y a d'autres aussi qui viennent pour voir un peu les mécanismes financiers qui sont là, et voir comment ils peuvent vraiment postuler pour profiter de ces fonds, ou bien comment ils peuvent accréditer leur institution et tout ça. Donc, je crois que c'est une réunion très importante pour notre pays. Une réunion très importante. C'est cette note que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Restez en compagnie du programme de la télévision nationale tchadienne.